Eh bien voilà. Tu n'as plus de toi maintenant. Cette maison est officiellement à moi. Ces mots d'Andrea résonnaient encore entre les murs lorsque je levai lentement les yeux vers elle, détachant mon regard des documents que je venais de signer. Elle souriait d'un air triomphant, presque cruel, comme si elle venait de mettre la main sur un trésor qui lui revenait de plein droit depuis toujours. Mais je ne bronchai pas. Aucune larme ne coula. Ma voix resta douce, posée, presque sereine. Ma chérie, tourne donc la dernière page. Dès que je vis son expression changer, son sourire faiblir, je compris que tout ce temps à me taire, à faire semblant d'ignorer ses manigances, à lui laisser croire qu'elle avait toujours un coup d'avance sur moi, tout cela avait payé. Pendant qu'elle croyait me piéger pour me voler ma maison, je préparais silencieusement une revanche bien plus large, bien plus douloureuse. Un silence pesant s'installa entre nous, lourd, tendu, presque palpable. Je remarquai que ses mains commençaient à trembler tandis qu'elle feuilletait nerveusement les feuilles du contrat, cherchant frénétiquement la fameuse dernière page. Sa respiration devint saccadée. Pour la première fois depuis longtemps, c'était elle qui perdait le contrôle. Moi, j'étais confortablement installée dans mon vieux fauteuil en bois, celui que mon mari m'avait offert 3 décennies plus tôt. Assise là, j'observais la scène avec calme, comme une reine qui regarde le pouvoir doucement lui revenir. La femme que j'étais devenue, à 71 ans, avait appris que la plus puissante des armes qu'une femme puisse posséder, c'est la patience. Je m'appelle Delia Pacheco. Et jusqu'à il y a 6 mois, j'étais celle qui disait toujours oui. Oui à mon mari, quand il m'a demandé de renoncer à ma carrière pour me consacrer au foyer. Oui à mes enfants, chaque fois qu'ils avaient besoin d'un coup de pouce financier. Oui à Andrea, quand elle a réclamé mon aide pour traverser son divorce. Toujours oui. Encore oui. Et encore. Mais un jour, j'ai compris que ce mot-là, ce petit oui, que je distribuais à tout va, était devenu mon pire ennemi. Alors laissez-moi vous ramener au commencement. Car cette histoire ne débute pas avec des papiers sur une table de cuisine. Elle a commencé bien avant, un après-midi de mardi, au mois d'octobre. Le genre de journée où l'air reste chaud, comme les derniers souffles de l'été, mais où l'on sent déjà que l'hiver approche. Je venais de finir ma séance de yoga en ligne, un nouveau rituel que j'avais adopté depuis la pandémie, moi qui aimais apprendre de nouvelles choses sans quitter mon salon, lorsqu'une porte claqua brusquement. Ce genre de claquement typique des drames familiaux. Andrea entra sans même frapper, comme elle en avait pris l'habitude depuis son divorce et son déménagement à l'autre bout de la ville avec ses 2 enfants. Elle avait les cheveux ébouriffés, l'air égaré. Pas l'élégant désordre qu'on voit dans les magazines, mais le désordre véritable de quelqu'un qui a pleuré et passé la main dans ses cheveux à répétition. Ses yeux étaient rouges, gonflés, et elle arborait cette expression de défaite qu'elle avait perfectionnée ces derniers mois. Le bruit de ses talons sur le carrelage résonnait dans la maison vide. Elle avait toujours été une maison pleine de bruit, les rires des enfants, la télévision, les conversations autour des repas. Mais depuis qu'on l'avait renvoyée 3 ans plus tôt, les sons étaient devenus plus rares, plus précieux. Le bruit des talons d'Andrea me réjouissait, mais ce jour-là, quelque chose dans son rythme irrégulier m'a mise en alerte. « Maman », dit-elle en s'affalant sur le canapé du salon, avec un soupir qui semblait provenir du plus profond de sa poitrine. « J'ai besoin de te parler de quelque chose de très important. » J'éteignis mon ordinateur et m'assis en face d'elle, me préparant à une nouvelle crise. Ces 3 dernières années, depuis sa séparation d'avec Roberto, ces conversations étaient devenues routinières, comme des prières avant de dormir. Elle avait toujours besoin de quelque chose, d'argent pour le loyer, pour l'école des enfants, pour réparer sa voiture. Et je lui donnais toujours, parce que c'est ce que font les mères, non? Parce qu'au bout du compte, quand tout le monde part, c'est nous qui sommes responsables de tout, de veiller à ce que tout le monde aille bien, de préserver l'unité de la famille. Que s'est-il passé, ma fille? Demandai-je, même si je savais déjà que la réponse impliquerait de l'argent d'une manière ou d'une autre. C'était toujours de l'argent, ou des problèmes qui se résolvaient avec de l'argent, ou des services qui, au final, coûtaient de l'argent. « Maman, je m'inquiète vraiment pour toi », commença-t-elle. Ces mots me prirent par surprise, comme un coup de poing. Douce, mais inattendue. Je ne m'attendais pas à ce que la conversation tourne autour de moi. Nos conversations tournaient autour de ses besoins, de ses problèmes, de sa vie compliquée depuis si longtemps qu'entendre mon nom sur ses lèvres avec ce ton inquiet me désarmait complètement. Hier, je parlais à Patrícia de la Banco do Brasil. Tu te souviens d'elle? C'était ma camarade de lycée. J'ai hoché la tête, même si je me souvenais vaguement de Patricia, une fille maigre avec un appareil dentaire qui venait faire des corvées quand Andrea avait 15 ans. Maintenant, elle travaille à la banque. Andrea me l'avait dit lors d'une conversation précédente. Elle m'avait dit qu'il y avait beaucoup d'arnaqueurs qui s'en prenaient aux personnes âgées, qui venaient chez elle, se faisaient passer pour des fonctionnaires ou des employés de banque et volaient tout.
Maman, je n'arrive pas à dormir à l'idée que quelque chose comme ça puisse arriver. Sa façon de le dire, d'une voix brisée et d'un regard inquiet, m'a touchée comme je ne l'avais pas ressenti depuis longtemps. Ma fille s'inquiétait pour moi. Après avoir été la seule pendant si longtemps. Je m'inquiétais pour elle, elle avait enfin la possibilité de prendre soin de sa mère. C'était comme si les rôles s'étaient inversés. Et pendant un instant, je me suis sentie comme l'enfant que j'étais il y a tant d'années, quand ma propre mère prenait soin de moi et me protégeait du monde. Ne t'inquiète pas, Andrea, ai-je dit en lui prenant la main. Ses doigts étaient froids, comme toujours lorsqu'elle était nerveuse. Je suis très prudente. Je n'ouvre jamais la porte aux inconnus. Et si on m'appelle pour me demander mon chemin, je dis toujours non. Mais, maman, c'est tout, non? Insista-t-elle. Et maintenant, sa voix avait cette urgence qui me rappelait quand, petite, elle me demandait d'acheter quelque chose qu'elle avait vu à la télévision. Patricia m'a expliqué qu'il existe des formes d'escroquerie plus sophistiquées, qui peuvent utiliser vos informations personnelles pour contracter des prêts en votre nom, voire tenter de vous voler votre maison. Ces mots m'ont glacé le sang comme je ne l'avais pas ressenti depuis que le médecin m'avait annoncé que mon mari avait un cancer. Cette maison était ma maison depuis 45 ans. C'est là que j'avais élevé mes enfants, que j'avais pris soin de mon mari pendant sa maladie, que je gardais tous les souvenirs de ma vie. Chaque recoin avait une histoire, chaque tache sur le mur un souvenir. L'idée que quelqu'un puisse me les voler me terrifiait plus que l'idée de mourir. Que puis-je faire? Ai-je demandé. Et j'ai vu ses yeux s'illuminer légèrement, comme lorsqu'elle était enfant et qu'elle pouvait me faire quelque chose qu'elle savait qu'elle ne devait pas me demander. Eh bien, Patricia m'a expliqué qu'il existe des moyens de protéger ses biens. On peut les placer au nom d'une personne de confiance, d'un membre de sa famille, afin que personne d'autre ne puisse y accéder. Ce ne serait que temporaire, juste pour se protéger. À ce moment-là, quelque chose s'est agité en moi. Ce n'était pas vraiment de la méfiance, mais plutôt un sentiment étrange, comme lorsqu'on a l'impression que quelqu'un nous observe sans que l'on puisse voir qui. C'était le même sentiment que j'éprouvais quand j'étais jeune. Et ma belle-mère me donnait des conseils qui semblaient bienveillants, mais dont j'ai découvert plus tard qu'ils étaient motivés par des arrière-pensées, mais que j'ai vite balayés. C'était ma fille, ma propre fille, qui s'inquiétait pour moi. Je ne sais pas, ma chérie, ai-je dit en sentant ma voix se calmer. Ça a l'air très compliqué. De plus, si je mets la maison au nom de quelqu'un d'autre, que se passera-t-il si cette personne décide de ne plus me la rendre? Andrea rit, mais ne le fit pas. C'était un rire joyeux. Un rire forcé, comme si elle s'était entraînée à cette réponse devant le miroir. Comme quand les vendeurs vous assurent que leur produit est excellent, mais que leurs yeux disent autre chose. Maman, c'est à moi que tu parles. Je suis ta fille. Je ne te ferai jamais une chose pareille. D'ailleurs, ça ne doit pas durer éternellement. Juste le temps que ce danger d'arnaque disparaisse. Cet après-midi-là, après le départ d'Andrea, j'étais assise dans mon salon à regarder les informations. C'était ma routine quotidienne. Après le déjeuner, je m'installais dans mon fauteuil préféré avec une tasse de tisane à la camomille et je regardais le journal de 18 heures. Mais ce jour-là, pour la première fois depuis des années, je n'arrivais pas à me concentrer sur ce qu'il disait. Les paroles d'Andrea tournaient dans ma tête comme un disque rayé. Mon téléphone a sonné et j'ai vu que c'était un message de ma petite fille Sofia, la fille aînée d'Andrea. Grand-mère, peux-tu m'envoyer 50 $, pour le projet scolaire? Maman dit qu'elle n'aura pas l'argent avant vendredi. Le message était accompagné de 3 émojis souriants, tristes et un cœur. Sofia avait bien appris de sa mère l'art de demander de l'argent avec un visage angélique. J'ai envoyé l'argent immédiatement, comme toujours, mais en écrivant ma réponse, j'ai réalisé quelque chose. Andrea m'avait confié qu'elle s'inquiétait pour ma sécurité financière, des escrocs qui pourraient me voler, mais en même temps, elle et ses enfants continuaient à me demander régulièrement de l'argent. N'était-ce pas contradictoire? Au cours des semaines suivantes, Andrea est revenue sur le sujet encore et encore, toujours avec la même inquiétude, toujours avec la même urgence. Elle m'apportait des coupures de journaux sur des escroqueries envers les personnes âgées. Elle m'envoyait des messages WhatsApp avec des nouvelles d'usurpation d'identité. Elle m'appelait pour me raconter des histoires d'amis victimes d'escroqueries. « Maman, regarde ça », me disait-elle en me montrant son téléphone. Celui qui raconte qu'une femme de 75 ans a perdu toute sa maison parce que des escrocs l'ont convaincue de signer des papiers. Chaque histoire était plus terrifiante que la précédente. Chaque nouvelle me faisait me sentir plus vulnérable, moins protégée. Lentement, presque sans m'en rendre compte, j'ai commencé à sentir que, d'une certaine manière, j'étais effectivement en danger, que ma maison, ma sécurité, mon avenir étaient menacés par des forces invisibles que je ne pouvais contrôler. Et puis, Andrea, ma fille, m'offrait une solution. Mais autre chose me tracassait, quelque chose que je n'arrivais pas à définir.
C'était la façon dont Andrea me regardait lorsqu'elle parlait de protéger mes biens, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais, comme si elle jouait dans une pièce de théâtre et que j'étais la seule à ne pas connaître le texte. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, j'ai reçu un appel de ma sœur Esperanza, qui vit à Belo Horizonte. Esperanza a 5 ans de moins que moi, mais elle a toujours été la plus pragmatique des deux. « Delia, comment vas-tu ? On ne s'est pas parlé depuis des semaines », m'a-t-elle dit de cette voix enjouée qui illuminait toujours mes journées. Eh bien, ma sœur, me voilà à m'inquiéter de choses qui ne devraient peut-être pas m'inquiéter. J'ai répondu et, avant même de m'en rendre compte, je lui ai tout raconté des inquiétudes d'Andrea et de sa proposition de protéger mes biens. Esperanza m'a écouté en silence, et quand j'ai eu fini de parler, il y a eu un long silence. Un silence à l'autre bout du fil. « Delia, a-t-elle finalement dit, ne trouves-tu pas étrange qu'Andrea, alors qu'elle a des problèmes financiers, se montre si inquiète pour sa sécurité financière ?» Ces mots m'ont fait l'effet d'une douche froide. « Que veux-tu dire, ma sœur ? Tu as toujours été très prudente avec l'argent, tu n'as jamais été victime d'escroquerie. Pourquoi te trouverais-tu soudainement en danger maintenant ? Et surtout, pourquoi la solution serait-elle de tout mettre au nom d'Andrea ? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. » Ces mots d'espoir résonnaient dans ma tête, mêlés aux larmes d'inquiétude d'Andrea, à ses histoires d'escrocs, à son insistance sur le fait que j'étais en danger. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai essayé de voir la situation de l'extérieur, comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre. Si ma voisine me disait que sa fille, qui avait des problèmes financiers, s'était soudainement inquiétée pour sa sécurité financière et avait proposé de placer tous ses biens au nom de sa fille pour la protéger, que lui conseillerais-je ? La réponse m'est venue à l'esprit, claire et douloureuse. Je lui dirais de faire attention, que cela ressemblait à de la manipulation. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Au lieu d'attendre qu'Andrea appelle ou vienne lui rendre visite, je suis allée lui rendre visite. Je suis arrivée à son appartement sans prévenir, avec une boîte de pain au fromage de la boulangerie qu'elle adorait enfant. « Maman, quelle surprise !» a-t-elle dit en ouvrant la porte, mais je voyais bien que ce n'était pas une surprise agréable. Il y avait quelque chose dans son expression, une tension qu'elle essayait de dissimuler. Son appartement était plus désordonné que d'habitude. Des cartons étaient empilés dans un coin, et sur la table de la cuisine étaient éparpillés divers papiers qui ressemblaient à des factures. Sofia et Miguel, mes petits-enfants, étaient dans leur chambre, probablement en train de faire leurs devoirs. « Comment vont les enfants ? » ai-je demandé, essayant de garder le silence. Une conversation légère. « Eh bien, maman, Sofia a besoin de nouvelles lunettes, et Miguel veut rejoindre l'équipe de foot du lycée. » Mais sa voix s'éteignit, et je vis son regard dériver vers les papiers sur la table. « Mais quoi, ma fille ? Mais tout coûte de l'argent, maman. » Les lunettes, l'équipe de foot, le loyer qui avait encore augmenté. Parfois, j'ai l'impression de ne pas pouvoir tout gérer. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu ma vraie fille, et non la femme qui m'avait rendu visite, inquiète pour ma sécurité. J'ai vu la mère célibataire qui peinait à s'en sortir, qui se levait chaque jour pour affronter un monde de plus en plus cher et difficile. « Andrea, » ai-je dit en lui prenant la main. « Si tu as besoin d'aide, demande-moi. Je t'ai toujours aidé, et je t'aiderai toujours. Mais tu n'as pas besoin d'inventer des histoires d'arnaqueurs pour que je te donne de l'argent. » Son visage a changé aussitôt. L'inquiétude a disparu, et pendant un instant, j'ai lu de la panique dans ses yeux. « Je ne sais pas de quoi tu parles, maman. Je n'ai rien inventé. Je suis vraiment inquiète pour toi. Ma fille, j'ai vécu 71 ans. Je ne suis pas stupide. Je sais quand on me ment, même quand c'est ma propre fille. » Un silence tendu s'installa entre nous. J'entendais le tic-tac de l'horloge murale, le son de la télévision des voisins, les voix de mes petits-enfants dans leur chambre. « D'accord, » dit-elle finalement, d'une voix différente, plus dure. « J'ai besoin d'argent, beaucoup d'argent. Et pas seulement pour les dépenses courantes. Quoi d'autre ? J'ai des dettes, maman. Des dettes dont je ne t'ai pas parlé. Quand j'ai divorcé, Roberto m'a tout pris, et j'ai dû emprunter de l'argent pour emménager avec les enfants. Maintenant, il me facture des intérêts que je ne peux pas me permettre. Enfin, la vérité, après des semaines d'histoires d'arnaqueurs et d'inquiétude pour ma sécurité, la vérité crue. De combien as-tu besoin ? Demandai. Maman, ce n'est pas seulement combien j'en ai besoin maintenant, c'est que j'en aurai toujours besoin. Les enfants grandissent, ils voudront aller à l'université, ils auront besoin de tant de choses, et je ne peux pas les leur donner. Alors, tu me demandes de l'aide quand tu en as besoin. Je suis faite pour ça. Mais maman, tu ne vivras pas éternellement, dit-elle. Et ces mots m'ont fait plus mal que je ne l'aurais cru. Que arrivera-t-il aux enfants quand tu ne seras plus là ? Que m'arrivera-t-il ?
Il y a eu la conversation que toute mère veuve doit avoir. La conversation sur la mort, sur l'héritage, sur l'avenir sans elle. Andrea, quand je mourrai, toi et ton frère hériterez de tout ce que j'ai. C'est dans mon testament. Mais, maman, ça pourrait prendre des années. Les enfants ont besoin de moi maintenant. J'ai besoin de toi maintenant. Le piège se refermait peu à peu. Il ne s'agissait plus de me protéger des arnaqueurs. Il s'agissait qu'elle ait besoin de mon argent et de ma maison. Pas maintenant, après ma mort. Alors, que proposes-tu? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Que tu mettes la maison à mon nom maintenant. Comme ça, je pourrais contracter un prêt en utilisant la maison comme garantie, régler mes dettes, et après ton départ, il n'y aurait plus de problèmes juridiques, plus de paperasse compliquée. Voilà, enfin, la vraie proposition. Non pas une protection contre les arnaqueurs, mais un prêt en utilisant ma maison comme garantie. Ma maison, que j'avais depuis 45 ans, transformée en un moyen de rembourser les dettes de ma fille. Il faut que j'y réfléchisse, dis-je en me levant pour partir. Maman, il n'y a plus beaucoup de temps. Les intérêts augmentent chaque jour. En rentrant chez moi cet après-midi-là, je me suis assis dans mon fauteuil préféré et, pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas allumé la télévision. Je suis resté là, silencieux, à réfléchir à tout ce qui s'était passé. Les mensonges, les demi-vérités, la manipulation déguisée en amour filial. C'est alors que j'ai décidé qu'il était temps d'appeler Alma Montero. Alma Montero avait toujours été la personne la plus directe que je connaisse. Quand nous travaillions ensemble au cabinet comptable, il y a plus de 20 ans, elle était la seule à oser dire à ses supérieurs quand ils avaient tort. Elle était la seule à ne pas sourire quand elle n'en avait pas envie. Alors, quand j'ai composé son numéro ce soir-là, je savais qu'elle me dirait exactement ce qu'elle pensait, sans détour ni mensonge. « Delia, comment vas-tu? Ça fait longtemps que tu ne m'as pas appelée, a-t-elle dit en décrochant. Sa voix était toujours aussi forte et assurée. « Alma, j'ai besoin que tu m'aides pour quelque chose de très important, mais personne d'autre ne doit le savoir, surtout pas Andrea. »« Tella, que se passe-t-il » demanda-t-elle, et je l'entendis baisser le volume de sa télévision. « Je crois que ma fille prépare quelque chose contre moi, » dis-je. Et pour la première fois depuis des semaines, je me suis sentie libre. Je lui ai tout raconté, les visites d'Andrea, les histoires d'arnaqueurs, la proposition de mettre la maison à son nom, et enfin, la conversation de cet après-midi-là, où elle avait avoué avoir besoin d'argent pour rembourser ses dettes. Alma m'écouta sans l'interrompre, et quand j'eus fini, il y eut un long silence. « Della, dit-elle enfin, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi à propos de tout ça? J'ai l'impression que ma fille me ment. J'ai l'impression qu'elle essaie de me manipuler, mais j'ai aussi l'impression d'être une mauvaise mère de penser ça. Tu es une mère qui a tout donné pour ses enfants toute sa vie. Ça ne fait pas de toi une mauvaise mère, ça fait de toi un être humain. Et les humains font parfois des erreurs, même avec les personnes qu'ils aiment le plus. Que dois-je faire? Premièrement, ne rien faire pour l'instant. Ne rien signer. Ne rien promettre. Deuxièmement, découvrons précisément la situation réelle d'Andrea. Et troisièmement, laissez-moi vous dire. Protéger. Comment? Laissez-moi faire. Demain, je passerai des appels. J'ai des contacts à la banque où travaillait Patricia. Je vérifierai s'ils ont vraiment conseillé aux gens de mettre leurs biens au nom de leurs enfants pour les protéger des arnaqueurs. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des semaines. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas seule avec mes inquiétudes. Alma était à mes côtés. Le lendemain, Alma m'a appelé tôt le matin. Delia. J'ai parlé à 3 personnes à la banque. Aucune d'elles n'avait jamais entendu parler de quelqu'un qui déconseille de mettre des biens au nom des membres de la famille pour les protéger des arnaqueurs. En fait, elles m'ont dit que c'était exactement le contraire de ce qu'elles recommandent. Que voulez-vous dire? Que l'histoire qu'Anna Andrea vous a racontée à propos de Patricia de la Banco do Brasil est un mensonge. La banque ne donne jamais ce genre de conseils. J'ai eu l'impression qu'on m'avait giflé. C'était une chose de soupçonner ma fille. Il me mentait, et en avoir confirmation était une autre paire de manches. Mais ce n'est pas tout, poursuivit Alma. J'ai aussi fait d'autres recherches. Saviez-vous qu'Andrea a demandé un prêt à la banque il y a quelque temps? 2 mois et qu'elle a essuyé un refus? Non. Je l'ignorais. Ils lui ont demandé une garantie qu'elle ne pouvait pas fournir, notamment un bien immobilier. Tout commençait à prendre sens. Andrea n'avait pas inventé l'histoire des arnaqueurs par hasard. Elle avait concocté une histoire qui l'amènerait exactement là où elle devait aller. Me faire mettre ma maison à son nom pour qu'elle puisse l'utiliser comme garantie pour un prêt. Alma, ce que je fais, c'est ma fille. Je ne peux pas la laisser couler. Personne ne te demande de la laisser couler, mais tu ne peux pas la laisser te couler non plus. Delia,
Si tu mets ta maison au nom d'Andrea et qu'elle demande un prêt en l'utilisant comme garantie, sais-tu ce qui se passe si elle ne peut pas le rembourser? Non. Que la banque garde ta maison. Ta maison, Adélia, ta maison depuis 45 ans. Ces mots m'ont glacé le sang. Je n'avais pas envisagé cette possibilité. Dans mon esprit, aider Andrea signifiait qu'après avoir résolu son problème. Si j'avais des problèmes, elle me rendrait ma maison. Mais Alma avait raison. Si Andrea ne pouvait pas rembourser le prêt, la banque saisirait ma maison. Alors, que me conseillez-vous de faire? Je propose qu'on joue un peu, qu'on suive le jeu d'Andrea, mais avec nos propres règles. Les jours suivants, Andrea a accentué la pression. Elle m'appelait tous les matins pour me demander si j'avais pris une décision. Elle m'envoyait des SMS avec des nouvelles d'arnaqueurs. Elle avait même amené mes petits-enfants, et je comprenais qu'elle leur ait dit de demander, car j'avais l'air inquiète. Grand-mère, maman dit que tu es triste parce que des gens mal intentionnés veulent te voler ta maison, m'a dit Sophia avec ses grands yeux inquiets. Ne t'inquiète pas, ma chérie, ai-je dit en la serrant dans mes bras. Grand-mère va bien, mais au fond de moi, je souffre profondément qu'Andrea ait impliqué les enfants dans sa manipulation. Vendredi après-midi, Andrea est arrivée chez moi avec un dossier rempli de papiers. Maman, j'ai apporté les documents pour le transfert. Patricia m'a aidé à les préparer. Il vous suffit de signer ici et là, m'a-t-elle dit en désignant des lignes marquées de petites flèches jaunes. Tout est prêt? Ai-je demandé en feignant la surprise. Oui, maman. Comme ça, on ne perdra plus de temps. Plus vite on fera, plus vite tu seras protégée. J'ai pris les papiers et les ai examinés attentivement. Il s'agissait bien d'un transfert de propriété. Ma maison, que j'avais achetée avec mon mari il y a 45 ans, où j'avais élevé mes enfants et pris soin de mon mari pendant sa maladie, deviendrait la propriété d'Andrea. Andrea, ai-je dit, ces papiers ne parlent pas de protection contre les escrocs. Ils disent que je te donne ma maison. Eh bien, oui, techniquement, la maison serait à mon nom, mais uniquement pour te protéger. Je te l'ai déjà expliqué. Et si jamais tu as des problèmes financiers et que tu dois contracter un prêt, tu pourrais utiliser cette maison comme garantie. J'ai vu son visage changer légèrement. Eh bien, techniquement oui, mais je ne ferai jamais ça sans te consulter. Mais légalement, tu le pourrais. Si la maison est à ton nom, elle t'appartient légalement. Maman, pourquoi poses-tu ces questions? Tu ne me fais pas confiance? C'était la question que j'avais éludée pendant des semaines. Ai-je confiance en ma fille? La réponse était douloureuse, mais claire. Non, je ne lui faisais pas confiance. Pas maintenant. Pas avec ça. J'ai besoin de quelques jours de plus pour réfléchir. Ai-je dit? Maman, on n'a plus de jours. Chaque jour qui passe te rend plus vulnérable. Andrea, j'ai vécu 71 ans sans être victime d'arnaque. Je pense que je peux vivre encore quelques jours. Ce soir-là, alors que je dînais seule, comme tous les soirs depuis qu'elle m'a envoyé, j'ai pris une décision. Si Andrea voulait jouer, je le ferais aussi, mais je jouerais pour gagner. J'ai appelé Alma. Tu es sûre de vouloir faire ça? A-t-elle demandé, totalement confiante. D'accord. Demain matin, nous allons voir le docteur Mauricio Vasconcelos. Mauricio Vasconcelos était l'avocat de mon mari depuis des années. C'était un homme d'âge mûr et digne de confiance qui s'était occupé de notre testament et de certaines questions juridiques lors de l'achat de la maison. Si quelqu'un pouvait m'aider à me protéger de ma propre fille, c'était bien lui. Samedi matin, Alma est venue me chercher et nous sommes allés ensemble au bureau de Mauricio. Je lui ai expliqué toute la situation. Les mensonges d'Andrea, la pression pour signer les papiers, mes soupçons sur ses véritables intentions. Madame Adélia, m'a dit Mauricio après m'avoir écouté, ce que fait votre fille a un nom légal. De l'abus financier envers les personnes âgées. C'est un crime, mais c'est ma fille. Et cela rend la situation d'autant plus douloureuse, mais pas moins criminelle. Cependant, je comprends que vous ne souhaitiez pas la poursuivre. Que voulez-vous que nous fassions? Je veux me protéger, mais je veux aussi lui donner une leçon. Je veux qu'elle comprenne que sa mère n'est pas une vieille femme stupide et manipulable. Mauricio sourit pour la première fois depuis notre arrivée. Je crois que j'ai exactement ce qu'il te faut. Au cours des 2 heures qui suivirent, Mauricio m'expliqua un plan simple mais brillant. Nous préparerions des documents qui donneraient l'impression d'accorder à Andrea ce qu'elle voulait, mais qui, en réalité, me protégeraient complètement. L'essentiel, expliqua-t-il, réside dans les détails qu'elle ne lira pas. Elle sera tellement impatiente d'obtenir ce qu'elle veut qu'elle ne lira pas les petits caractères. Lundi matin, j'appelai Andrea. Ma fille, j'ai décidé que tu avais raison. Je veux protéger mes biens. Tu peux venir cet après-midi signer les papiers. Maman, c'est super. J'arrive tout de suite. Non,
Ce sera mieux cet après-midi. Je veux tout revoir calmement. Cet après-midi-là, lorsqu'Andrea arriva avec ses papiers, j'avais les miens sur la table de la cuisine. Andrea, j'ai examiné les documents que tu as apportés, mais mon amie Alma m'a conseillé de faire appel à un avocat pour ces autres documents. Elle dit qu'ils sont plus sûrs. Je regardais Andrea examiner rapidement les papiers. Comme Mauricio l'avait prédit, elle était si impatiente d'obtenir ma signature qu'elle n'a pas lu les détails. Tout va bien, maman? Où dois-je signer? Et c'est ainsi que ma fille est tombée dans son propre piège, tandis que, pour la première fois de ma vie, j'avais 2 longueurs d'avance sur quelqu'un qui essayait d'abuser de moi. Je signe ici, n'est-ce pas, maman? M'a demandé Andrea, un stylo à la main et ce sourire victorieux qu'elle pratiquait depuis des semaines. Oui, ma chérie, je signe ici, ai-je répondu en désignant la couche que Mauricio avait marquée pour moi. J'ai écrit mon nom sur le papier avec le même calme que j'avais utilisé sur des milliers de documents tout au long de ma vie. Des cartes d'anniversaire pour mes petits-enfants. Mais cette signature était différente. Cette signature était ma déclaration de guerre silencieuse. Andrea a pris les papiers immédiatement après que j'ai fini d'écrire mon nom. Elle les a pliés rapidement et les a rangés dans son sac, comme si elle craignait que je ne change d'avis. Merci, maman. Tu ne peux pas savoir à quel point je me sens sereine de te savoir protégée maintenant, dit-elle en me serrant dans ses bras d'une étrange et artificielle émotion. De rien, ma chérie. On fait toujours ce qu'on doit pour notre famille. Après son départ, je me suis assise dans mon fauteuil préféré et j'ai attendu. Je savais que l'appel arriverait bientôt. Mauricio m'avait expliqué que les banques examinent rapidement ces documents lorsqu'on les présente pour une demande de prêt. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Mercredi matin, alors que j'arrosais les plantes de mon jardin, mon téléphone a sonné. C'était Andrea, et au ton de sa voix, j'ai immédiatement compris qu'elle avait découvert quelque chose. Maman, j'ai besoin que tu viennes à la banque avec moi. Il y a un problème avec les papiers. Quel genre de problème? Ils disent qu'il y a des clauses qu'ils ne comprennent pas. Ils ont besoin que tu viennes clarifier certaines choses. Quelles clauses? Je ne sais pas, maman. Ce sont des choses juridiques, compliquées. Viens avec moi, s'il te plaît. Cet après-midi-là, nous sommes allés à la banque ensemble. Patricia, la célèbre amie de lycée qui aurait donné tous ses conseils sur les arnaqueurs, s'est avérée être une jeune femme qui n'avait manifestement pas été au lycée avec Andrea. Elle n'avait pas plus de 25 ans. Donna Pacheco, m'a dit Patricia après avoir examiné les documents, ces documents stipulent que, bien que la propriété soit techniquement au nom de votre fille, vous en conservez tous les droits d'utilisation et de disposition. Votre fille ne peut pas vendre, hypothéquer ou utiliser cette propriété comme garantie sans son consentement écrit. J'ai vu le visage d'Andrea pâlir. Mais c'est impossible, a-t-elle dit. Les documents disent que la maison est à moi. Techniquement, oui, a poursuivi Patricia, mais avec tellement de restrictions qu'elle reste pratiquement la propriété de votre mère. C'est comme si elle en était la propriétaire nominale, mais sans aucun pouvoir réel sur la propriété. Qu'est-ce que cela signifie? A demandé Andrea, même si, à son expression, il était clair qu'elle connaissait déjà la réponse. Cela signifie qu'elle ne peut pas utiliser cette propriété comme garantie pour un prêt. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je vis Andrea assimiler l'information, réalisant que tous ses plans étaient tombés à l'eau. Maman, elle me l'a dit en quittant la banque. Tu le savais? Je savais que pour protéger mes biens, il fallait que je les protège vraiment, même de ma propre famille si nécessaire. Mais maman, je suis ta fille. Je ne te ferai jamais de mal. Andrea, ces dernières semaines, tu m'as menti au sujet de Patricia de la Banco do Brasil. Tu as inventé des histoires d'arnaqueurs. Tu m'as manipulé émotionnellement et tu as essayé de me faire signer des documents qui m'auraient laissé sans abri si tu n'avais pas pu rembourser un prêt. Est-ce que ça ne me fait pas mal? Nous avons marché vers ma voiture en silence. Je voyais Andrea osciller entre colère et désespoir. Elle était si sûre de son plan, si convaincue que sa vieille mère était facile à manipuler. On a besoin de cet argent, maman, me dit-elle finalement en arrivant à la voiture. Ce n'était pas par malveillance. C'est juste que j'ai vraiment besoin de cet argent. Je sais, ma fille. Et si tu étais venue me dire la vérité dès le début, je t'aurais aidée. Mais pas comme ça, pas avec des mensonges. Alors, que vais-je faire maintenant? Les dettes sont toujours là, les intérêts continuent de s'accumuler. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai revu ma vraie fille. Pas la manipulatrice, pas la menteuse, mais la mère célibataire effrayée qui ne savait pas comment aller de l'avant. Allons chez moi, ai-je dit. Asseyons-nous comme des adultes et discutons de tes besoins réels et de la façon dont je peux t'aider. Mais avec la vérité, Andrea, rien que la vérité. Cet après-midi-là, assise à ma table de cuisine,
une tasse de café chacune, Andrea m'a finalement dit toute la vérité. Les dettes étaient plus importantes qu'elle ne l'avait admis. Elle avait utilisé des cartes de crédit pour maintenir son niveau de vie de mariée, pensant trouver un meilleur emploi. Mais ce meilleur emploi n'est jamais venu, et les dettes ont augmenté. Dois-je payer 12 000 $ ce mois-ci ou vont-ils saisir mon compte en banque? M'a-t-elle demandé, les larmes aux yeux. Et combien dois-tu au total? 80 000 €. C'était une somme importante, mais pas impossible. J'avais des économies, ma retraite et des investissements que mon mari avait faits il y a des années. Puis-je t'aider? Ai-je dit, mais tu peux manger. Quelles sont les conditions? Premièrement, plus de mensonges. Si tu as besoin d'aide, demande-moi. N'invente pas d'histoire. Deuxièmement, nous établirons un plan de paiement. Je ne vais pas te donner tout l'argent d'un coup pour que tu le dépenses sans contrôle. Et troisièmement, tu chercheras de l'aide professionnelle pour gérer ton argent. Il existe des programmes gratuits pour ça. Andrea a hoché la tête, mais je voyais bien qu'il y avait plus. Quoi d'autre? Ai-je demandé. Ce n'est pas que l'argent, maman. C'est juste que je me sens comme une ratée. J'ai 35 ans et je ne peux pas subvenir aux besoins de mes propres enfants. Je dois demander de l'argent à ma mère de 70 ans. Andrea, demander de l'aide ne fait pas de toi une ratée. Mentir et manipuler pour obtenir de l'aide, oui. Ce soir-là, après le départ d'Andrea, j'ai appelé Alma pour lui raconter comment tout s'était terminé. Tu crois qu'elle a retenu la leçon? A-t-elle demandé. Je ne sais pas, mais j'ai aussi appris quelque chose. Quoi? Que je suis plus intelligente que je ne le pensais et que je n'ai pas besoin de laisser quiconque, pas même ma propre fille, me faire sentir comme une vieille femme sans défense. Mais ma joie fut de courte durée, car 3 jours plus tard, Andrea revint chez moi avec une attitude complètement différente. Elle n'était plus la fille repentante qui avait pleuré à ma table de cuisine. C'était quelqu'un que je ne connaissais pas. Maman, me dit-elle, j'ai réfléchi à tout ça et je pense que tu as été très cruelle avec moi. Cruel? Oui. Je suis ta fille. Quand j'ai besoin d'aide, tu dois me la donner sans condition, sans complaisance, sans m'humilier à la banque. Et c'est là que j'ai compris que la guerre ne faisait que commencer. Maman, il faut que tu comprennes quelque chose, me dit Andrea en arpentant mon salon comme si elle était la sienne. Je ne suis pas une étrangère qui demande l'aumône. Je suis ta fille. Tout ce que tu as sera à moi un jour, de toute façon. Ces mots me touchèrent comme un éclair. Une claque froide. C'était la première fois que j'entendais ma fille parler de ma mort. Comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale en cours. Andrea, assieds-toi. Il faut qu'on en parle calmement. Non, maman, on a assez parlé. As-tu joué à tes petits jeux? Maintenant, c'est à mon tour de parler. Elle se tenait devant moi, les bras croisés, une posture que je n'avais pas vue depuis son adolescence, et me lançait un défi. Tu sais qu'après être allée à la banque, j'ai réalisé que tu savais exactement ce que tu faisais, que tu me laissais faire tout le travail, préparer les papiers, tout planifier, pour finalement m'humilier. T'ai-je laissé me montrer qui tu étais vraiment? J'ai répondu, et qui suis-je, maman? Une fille méchante, une arnaqueuse? C'est ce que tu penses de moi? Je pense que tu es une femme désespérée qui a pris de mauvaises décisions. Je suis désespérée parce que ma mère a de l'argent, mais préfère le thésauriser pendant que ses petits-enfants n'ont pas ce dont ils ont besoin. Andrea, je t'ai proposé. J'ai dit qu'on pourrait faire un plan. Un plan avec des conditions, des contrôles, comme si j'étais une enfant. Maman, je devrais pouvoir me débarrasser de cette maison maintenant. Les enfants en auront besoin. J'en aurai besoin. C'était encore ça. Il ne s'agissait pas de me protéger des arnaqueurs. Il s'agissait quel est le sentiment que ma maison lui appartenait déjà. La maison est à moi tant que je suis en vie, ai-je dit avec une fermeté qui m'a surprise. Mais tu es déjà vieille, maman. Que se passera-t-il quand je ne pourrai plus m'en occuper? Quand j'aurai besoin de quelqu'un pour s'occuper de toi, ça me coûtera très cher. Et d'où viendra cet argent? Ces mots avaient une cruauté qui me fit trembler. Elle me menaçait subtilement d'abandon quand j'en avais besoin. Andrea, je pense qu'il vaut mieux que tu partes maintenant. Tu vas me chasser de la maison où j'ai grandi? De la maison qui sera la mienne? Je vais te demander de quitter ma maison parce que je n'aime pas ta façon de me parler. Elle rit, mais ce n'était pas un rire joyeux. C'était un rire amer, plein de mépris. D'accord, maman, mais réfléchis Y. Pense à qui sera là quand tu auras vraiment besoin de moi. Après son départ, je suis restée assise dans mon salon, tremblante, non pas de peur, mais de rage. Comment avais-je pu élever une fille capable de me parler ainsi? Comment était-elle devenue quelqu'un qui voyait dans ma vieillesse une opportunité? J'ai immédiatement appelé mon âme. Delia, que s'est-il passé? Tu as l'air très bouleversée.
Je lui ai tout raconté, chaque mot cruel, chaque menace voilée. Delia, cette fille est perdue. Elle est si désespérée qu'elle ne voit plus la différence entre le bien et le mal. Que dois-je faire, âme? Est-ce ma fille? Ce sont mes petits-enfants. Les petits-enfants ne sont pas responsables des agissements de leur mère, mais tu ne peux pas non plus la laisser te faire chanter avec eux. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les mots d'Andrea tournoyaient dans ma tête. Tu es déjà vieille, maman. Qui sera là quand tu auras vraiment besoin de moi? Pour la première fois depuis que je t'ai envoyée, je me suis sentie vraiment seule. Ma fille, celle qui était censée m'aimer inconditionnellement, me voyait comme un obstacle entre elle et mon argent. Le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai appelé mon fils Carlos, qui vit à Sao Paulo. Carlos et moi n'avions pas beaucoup parlé depuis son déménagement, mais nous avons toujours eu une relation honnête. Maman, quelle surprise! Comment vas-tu? Eh bien, mon fils, mais j'ai une question à te poser. Andrea t'a-t-elle parlé de tes problèmes d'argent? Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Maman, que se passe-t-il? Je lui ai tout raconté. Les mensonges, la manipulation, la proposition de transfert de la maison, les menaces voilées. Maman, Tandrea m'a appelé il y a 2 semaines. Elle m'a dit que tu commençais à avoir des problèmes de mémoire, que tu prenais des décisions étranges avec l'argent. J'étais essoufflée. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit que si elle était inquiète, de t'emmener chez le médecin. Mais, maman, c'est vrai? As-tu des problèmes de mémoire? Non, Carlos, je vais très bien. Ta sœur invente tout ça parce qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. C'est sérieux, maman. Si Andrea dit que tu as des problèmes mentaux, elle prépare peut-être quelque chose de pire. Que veux-tu dire? Elle se prépare peut-être à obtenir une tutelle sur toi, pour te déclarer incapable de gérer tes propres affaires. Ces mots m'ont terrifiée plus que toutes les menaces précédentes. Une tutelle signifierait qu'Andrea aurait le contrôle légal de mon argent, de ma maison, de mes décisions médicales. Ce serait comme être morte de son vivant. Carlos, que puis-je faire? Premièrement, aller chez le médecin, faire tous les examens nécessaires pour prouver que tu vas parfaitement bien. Deuxièmement, documenter tout ce qui se passe. Et troisièmement, maman, envisage de consulter un avocat pour modifier ton testament. Je ne veux pas déshériter ta sœur. Il ne s'agit pas de la déshériter. Il s'agit de te protéger de ton vivant. Cet après-midi-là, je suis allée au cabinet de mon médecin de longue date, le docteur Silva. Je lui ai expliqué la situation et lui ai demandé de faire tous les examens nécessaires pour prouver que j'étais parfaitement lucide. Donna Adelia, m'a-t-il dit après m'avoir examinée, vous êtes en excellente santé mentale pour votre âge. Votre mémoire est bonne. Votre capacité de raisonnement est bonne et vous êtes tout à fait capable de prendre vos propres décisions. Docteur, pouvez-vous me fournir un document attestant de cela? Bien sûr. Je vous recommanderai également de consulter un spécialiste pour une évaluation plus approfondie, afin d'avoir tous les documents nécessaires. Les jours suivants, je suis devenue une femme investie d'une mission. J'ai consulté des spécialistes, compilé des dossiers médicaux et rédigé un journal détaillé relatant tout ce qui était arrivé à Andrea. Mauricio m'a aidé à tout organiser juridiquement. Donna Adelia, Mauricio, m'a dit qu'avec tous ces documents, personne ne pourrait jamais déclarer que vous n'étiez pas apte à gérer vos affaires. Mais pendant que je me protégeais juridiquement, Andrea préparait son prochain coup, et il s'est avéré plus cruel que je ne l'avais imaginé. Vendredi après-midi, Sofia et Miguel sont arrivés chez moi en pleurs. Grand-mère, m'a dit Sofia en sanglotant, maman dit que tu ne nous aimes plus, c'est pour ça que tu ne nous donnes pas d'argent pour nos affaires. Que répond-elle? Que tu es devenue égoïste et que tu préfères garder ton argent plutôt que d'aider ta famille. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Andrea avait franchi une ligne qu'elle n'aurait jamais dû franchir. Elle avait impliqué mes petits-enfants. Elle avait rempli leurs petites têtes innocentes de mensonges sur grand-mère. Mes enfants, ai-je dit en les serrant dans mes bras. Ta mère est tellement perdue en ce moment. Grand-mère t'aime plus que tout au monde et ne cesserait jamais de t'aimer. Mais ce soir-là, seule chez moi, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Il était temps de montrer à Andrea que sa mère n'était pas une vieille femme sans défense. Il était temps de riposter. Lundi matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai engagé un détective privé. Mauricio m'avait recommandé un homme du nom de Roberto Santos, spécialisé dans les affaires d'abus financiers familiaux. Madame Adelia, Roberto m'a dit dans son bureau, nous allons documenter tout ce que votre fille a fait. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque tentative de pression. Nous avons besoin de preuves solides. Pourquoi faire? Pour vous protéger. Si elle décide d'envenimer la situation,
si elle prétend que vous avez des problèmes de santé mentale, il est possible qu'elle essaie d'obtenir une ordonnance du tribunal pour réexaminer vos capacités mentales. Nous devons être prêts. Cette semaine-là, Roberto a enquêté sur Andrea. Ses dettes réelles, ses tentatives de prêt, ses conversations avec des avocats au sujet des tutelles. Ce qu'il a découvert m'a coupé le souffle. Votre fille a consulté 3 avocats différents pour obtenir une tutelle sur vous. Roberto m'a informé vendredi. Elle leur a dit que vous commenciez à souffrir de démence et que vous preniez des décisions financières irrationnelles. Mais je viens de faire tous les examens. Je vais parfaitement bien. Nous le savons. Mais elle monte un faux dossier. J'ai aussi découvert quelque chose de plus troublant. Quoi ? Elle a discuté avec un expert de la valeur de ta maison et j'ai demandé à un agent immobilier de la mettre en vente. J'ai eu l'impression que le sol s'est dérobé sous mes pieds. Andrea ne voulait pas seulement ma maison comme garantie pour un prêt. Elle voulait la vendre. Vendre ma maison. Apparemment, son plan était d'obtenir la tutelle, de déclarer que tu avais besoin de soins spécialisés, de vendre la maison pour payer ses soins et de garder le reste de l'argent. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Ma propre fille avait prévu non seulement de me voler ma maison, mais aussi de me faire interner quelque part et de me voler tout mon argent. Que faire maintenant ? Ai-je demandé à Roberto. Donnons-lui une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Cet après-midi-là, Andrea est arrivée chez moi, accompagnée d'un homme que je ne connaissais pas. Maman, je te présente le docteur Fernandez. C'est un spécialiste des troubles de la mémoire. Il est venu te poser quelques questions. Je n'ai pas besoin de spécialiste, ai-je dit. Mon médecin dit que je vais parfaitement bien. Maman, vous êtes très perturbée ces derniers temps. Les papiers bancaires, les choses étranges que vous dites. Nous pensons que vous avez besoin d'aide. Le docteur Fernandez s'est approché avec un sourire condescendant qui m'a fait bouillir le sang. Madame Adélia, nous voulons juste nous assurer que vous recevez les soins dont vous avez besoin. Pouvez-vous me dire quel jour nous sommes, docteur Fernandez ? Ai-je dit d'une voix plus ferme avant de répondre à ces questions. J'aimerais voir vos diplômes médicaux et savoir qui paie ce rendez-vous. J'ai vu Andrea et le médecin échanger des regards nerveux. Madame, ce n'est qu'une évaluation informelle, a-t-il dit. Rien chez moi n'est informel, docteur, et certainement rien en rapport avec ma santé mentale n'est informel. À ce moment-là, la cloche a sonné. C'était Mauricio, qui était arrivé exactement comme prévu. Bonjour, a dit Mauricio en entrant dans la pièce. Je suis l'avocat de Madame Delia. Puis-je vous demander ce qui se passe ici ? Le docteur Fernandez pâlit. Moi ? On était justement en train de vous parler. Docteur, interrompit Mauricio. Avez-vous l'autorisation légale d'examiner ma cliente ? Avez-vous une ordonnance du tribunal ? Non. Mais je vous suggère de partir immédiatement. Et Andrea, il se tourna vers moi. Ma fille. Vous devez partir aussi. C'est la maison de ma mère, cria Andrea, et votre mère vous demande de partir, répondit calmement Mauricio. Après leur départ, Mauricio et moi nous sommes assis dans mon salon. Comment saviez-vous qu'il venait aujourd'hui ? Demandai. Roberto surveillait votre fille. On savait qu'elle avait engagé ce faux médecin pour essayer d'obtenir des preuves de votre incapacité mentale. Faux médecin ? Demanda Roberto. L'homme se fait passer pour un psychiatre, mais il n'est diplômé que comme conseiller conjugal. Il n'est pas qualifié pour diagnostiquer la démence. Ce soir-là, seul chez moi, je me suis rendu compte que je ne reconnaissais plus ma fille. La femme que j'avais élevée, que j'avais nourrie, dont j'avais pris soin lorsqu'elle était malade, était devenue une étrangère prête à me détruire la vie pour de l'argent. Mais j'ai aussi réalisé autre chose. J'étais plus forte que je ne le croyais. Pendant des semaines, j'avais eu l'impression qu'Andrea me persécutait, mais maintenant je comprenais que j'avais du pouvoir, de l'intelligence, des ressources, des amis fidèles comme Alma et des professionnels comme Mauricio qui me soutenaient. Le lendemain, j'ai fait quelque chose qu'Andrea n'aurait jamais imaginé. Je l'ai convoqué à une réunion de famille au bureau de Mauricio. « Pourquoi voulez-vous que j'y aille ?» m'a-t-elle demandé au téléphone. « Pour parler de l'avenir de la famille. Je pense qu'il est temps d'avoir une conversation franche. Maman, si tu veux parler, on peut parler chez toi. » Non, Andrea. Cette conversation se fera en terrain neutre, avec témoins. Mercredi après-midi, Andrea est arrivée au bureau de Mauricio, accompagnée d'un avocat qu'elle avait engagé. J'étais là avec Mauricio, Roberto, l'enquêteur, et Alma comme témoin. Andrea, come menai. Ces dernières semaines, tu m'as menti, manipulé et menacé. Tu as essayé de me voler ma maison. Tu as inventé des histoires sur ma santé mentale et utilisé tes propres enfants pour me faire du chantage émotionnel. Maman, je n'ai pas fini de parler. Ma voix était différente, plus forte,
plus autoritaire. Roberto, me voy là. J'ai documenté tout ce que tu as fait. Tes consultations avec des avocats pour les tutelles, tes conversations avec des experts et des agents immobiliers, ta tentative d'utiliser un faux médecin pour me déclarer incompétente. Je vis le visage d'Andrea pâlir. Maintenant, tu vas écouter mes conditions, continuai-je. Premièrement, tu cesseras de dire aux gens qu'ils ont des problèmes de santé mentale. Deuxièmement, tu cesseras d'impliquer mes petits-enfants dans tes problèmes financiers. Troisièmement, tu ne reviendras pas chez moi tant que je ne t'y aurai pas invité. Et si je n'accepte pas? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Si tu refuses, Roberto transmettra toute son enquête au parquet. Ce que tu as fait s'appelle de l'abus financier envers une personne âgée et constitue un crime fédéral. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta fille. Tu es ma fille, et c'est pourquoi je te donne une chance de faire ce qui est juste. Mais si tu choisis de suivre cette voie, je me défendrai contre toi, comme je le ferai contre quiconque essaie de me faire du mal. Le silence dans le bureau était tendu. Je voyais Andrea se débattre entre fierté et peur. D'accord, dit-elle finalement, mais je veux que tu saches que cela va détruire notre relation. Andrea, dis-je en me levant pour partir. Notre relation a été détruite le jour où tu as décidé que mon argent était plus important que mon bien-être. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, je dormis profondément. J'avais gagné la bataille, mais je savais que la guerre n'était pas encore terminée. Pendant 3 semaines, Andrea avait tenu sa promesse. Elle ne m'avait pas appelé, n'était pas venue chez moi et, selon Roberto, n'avait pas consulté d'avocat. J'ai commencé à penser qu'elle avait peut-être retenu la leçon, que nous pourrions peut-être reconstruire notre relation sur des bases plus honnêtes, mais j'avais tort. Un mardi matin, alors que je prenais mon petit déjeuner et consultais mes messages WhatsApp, j'ai reçu un appel de l'école de Miguel. Madame Pacheco, je suis la directrice de l'école de Miguel. Nous devons vous parler de toute urgence. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il va bien, Miguel? Miguel va bien physiquement, mais nous sommes inquiets pour sa situation familiale. Hier, il a dit à l'institutrice que sa grand-mère ne les aime plus et que c'est pour ça que sa mère ne peut pas payer les fournitures scolaires. J'avais l'impression qu'on m'avait poignardé. André utilisait Miguel pour manipuler l'école, espérant probablement qu'il m'appelle pour me demander de l'argent. Madame la directrice, puis-je venir vous parler cet après-midi? Bien sûr, Madame Pacheco. Nous sommes très inquiets pour le bien-être émotionnel du garçon. Cet après-midi-là, je suis allée à l'école et j'ai longuement discuté avec la directrice. Je lui ai expliqué la situation. Andrea avait menti sur ses problèmes financiers pour me manipuler et elle utilisait désormais les enfants comme armes émotionnelles. Madame Pacheco, c'est très délicat. Nous ne pouvons pas intervenir dans les affaires familiales, mais nous pouvons contribuer à protéger le bien-être de Miguel. Que suggérez-vous? De parler directement à l'enfant, d'expliquer la situation en fonction de son âge. Les enfants ont besoin de stabilité, et ces mensonges les perturbent. En quittant l'école, j'ai pris une décision que je savais qu'Andrea ne me pardonnerait pas. Je suis allée directement à l'appartement où elle vivait avec les enfants. J'ai frappé à la porte et Sophia m'a ouvert. « Grand-mère » a-t-elle crié en me serrant dans ses bras. « Maman a dit qu'on ne pouvait plus te voir. Où est ta mère » Elle est partie avec monsieur Ricardo, en disant qu'elle reviendrait ce soir. Ricardo était un homme que je ne connaissais pas. Miguel a quitté la pièce en entendant ma voix. « Grand-mère, c'est vrai que tu ne nous aimes plus » demanda-t-il, les larmes aux yeux. Je m'assis sur le canapé et plaçai mes 2 petits-enfants à côté de moi. « Écoute, dis-je, grand-mère t'aime plus que tout au monde. Ça ne changera jamais. Le problème, c'est que ta mère et moi avons des problèmes d'adultes, mais ça n'a rien à voir avec toi. »« Mais pourquoi maman dit-elle que tu es méchant ?» demanda Sophia. « Parfois, quand les adultes sont en colère ou effrayés, ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Ta mère n'est pas honnête sur certaines choses, et ça me rend très triste. Tu vas revenir nous voir ? Demanda Miguel. Je voudrais toujours te voir, mais pour l'instant, il va falloir trouver un moyen d'être ensemble sans mettre ta mère encore plus en colère. J'ai passé 2 heures avec mes petits-enfants, les aidant dans leurs tâches ménagères, écoutant leurs inquiétudes et les rassurant sur le fait que le problème n'était pas de leur faute. En partant, j'ai laissé à Sophia une enveloppe contenant de l'argent pour ses fournitures scolaires et un mot sur lequel était écrit « À mes petits-enfants adorés, avec toute mon affection, grand-mère d'Elia Pacheco ». Je savais que cela déclencherait une crise, mais je m'en fichais. Mes petits-enfants méritaient de savoir qu'ils avaient une grand-mère qui les aimait. Peu importe ce qui arrivait à leur mère, l'appel est arrivé ce soir-là à 22 heures. « Comment oses-tu venir chez moi sans ma permission » m'a crié Andrea au téléphone. « Ces enfants sont mes petits-enfants. J'ai le droit de les voir. » « Tu n'as pas le droit. »
Ce sont mes enfants, et ce sont des enfants qui souffrent parce que leur mère les utilise comme des pions dans un jeu d'adultes. Maman, si jamais tu t'approches encore de mes enfants sans ma permission, j'obtiendrai une ordonnance restrictive contre toi. Vas-y, Andrea, mais n'oublie pas que si tu vas au tribunal, j'irai aussi et j'apporterai toutes les preuves de ce que tu as fait. Tú me menises. Je te dis la vérité. Si tu veux envenimer la situation, je suis prête. Mais réfléchis Y, veux-tu vraiment qu'un juge sache comment tu as traité ta mère? Après avoir raccroché, j'ai appelé Alma. Delia, es-tu sûre de vouloir aller aussi loin? Alma, ces enfants sont émotionnellement blessés. Sophia m'a demandé si c'était vrai que je ne les aimais plus. Comment une mère peut-elle faire ça à ses propres enfants? Tu as raison, mais sois prudente. Quand on est aussi désespéré qu'Andrea, on peut faire des choses imprévisibles. Alma avait raison. Le lendemain, Andrea a fait quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Elle est venue chez moi accompagnée de Carlos. Maman, m'a dit Carlos dès qu'ils sont entrés. Andrea m'a raconté des choses très dérangeantes. Elle m'a dit que tu agissais bizarrement, que tu avais engagé des détectives privés, que tu l'avais menacé de poursuite. C'est elle qui te l'a dit. Elle m'a dit qu'elle était très inquiète pour toi, qu'elle pensait que quelqu'un t'incitait à agir contre ta propre famille. J'ai regardé Andrea, qui se tenait derrière Carlos, avec une expression faussement inquiète. Carlos, ai-je dit, assieds-toi. Tu dois entendre toute l'histoire. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai raconté à Carlos tout ce qui s'était passé. Les mensonges sur les escrocs, la tentative de cambriolage, les menaces, la manipulation des enfants. Carlos m'a écouté en silence, et j'ai vu son expression passer de l'inquiétude au choc, puis à la colère. Andrea, a-t-il finalement dit à sa sœur. Est-ce vrai, Carlos? Maman exagera. J'essayais juste de la protéger. La protéger en mentant sur les médecins de la banque, la protéger en essayant de leur faire signer des papiers pour transférer sa maison. Elle allait tout perdre. Elle n'allait rien perdre. Voulais-tu la lui prendre pour la première fois depuis des mois? Je ne me sentais pas seule dans ce combat. Carlos comprenait enfin ce qui se passait. Andrea, dis-je. Carlos, c'est impardonnable. Je n'arrive pas à croire que tu sois allé aussi loin. Vas-tu te dresser contre moi aussi? Hurla Andrea. Je ne me dresse pas contre toi. Je défends ce qui est juste. Et ce que tu as fait est très mal. Très bien. Hurla Andrea. Tout le monde est contre Andrea, la mère parfaite et le fils parfait contre la fille en difficulté. Andrea, dis-je, personne n'est contre toi. Nous sommes contre tes actions. Il est encore temps d'arranger les choses. Réparer quoi? Ma vie, mes dettes, le fait que je sois une mère célibataire incapable de subvenir aux besoins de mes enfants? On peut travailler ensemble pour résoudre tes problèmes financiers, mais pas comme ça. Non, avec des mensonges et de la manipulation. C'est trop tard. Elle me dit en se dirigeant vers la porte. J'ai déjà pris ma décision. Laquelle? Demanda Carlos. Tu verras, dit-elle en claquant la porte. Cette nuit-là, Carlos resta chez moi. Nous avons discuté tard dans la nuit de ce qui s'était passé, de comment nous en étions arrivés là. Maman, il m'a dit avant que je m'endorme que j'annulais mes vols demain. Je reste ici jusqu'à ce que ce soit réglé. Ce n'est pas nécessaire, fiston. Si, c'est nécessaire. Andrea a dit qu'elle avait pris une décision. Je n'aimais pas ça. Carlos avait raison de s'inquiéter, car la décision d'Andrea s'est avérée plus radicale que nous l'avions imaginé. La décision d'Andrea est arrivée vendredi matin sous la forme d'une convocation au tribunal. Un officier m'a remis les documents alors que je prenais mon petit déjeuner avec Carlos. Madame Delia Pacheco, vous êtes par la présente convoquée devant le tribunal des affaires familiales. Votre fille, Andrea Pacheco, a demandé une évaluation de vos capacités mentales et une tutelle temporaire sur vos biens. Carlos a pris les documents des mains tremblantes et les a lus à voix haute. Il stipule qu'Andrea affirme que vous souffrez de troubles cognitifs graves et que vous avez pris des décisions financières rationnelles qui représentent un danger pour vous-même. J'avais l'impression que le monde s'écroulait autour de moi. Ma propre fille avait porté l'affaire devant les tribunaux. Elle avait décidé de détruire publiquement ma réputation et ma dignité pour prendre le contrôle de mon argent. Elle ajoute, poursuit Carlos, que, comme preuve de la détérioration de votre situation, elle présente le fait que vous avez engagé des détectives privés pour suivre votre propre famille, que vous avez modifié des documents juridiques de manière confuse et que vous avez agi de manière paranoïaque et agressive. Elle utilise tout ce que j'ai fait pour me protéger comme preuve que je suis fou. J'ai murmuré, « Maman, calme-toi. Nous avons tous les documents médicaux qui montrent que tu vas parfaitement bien. » J'ai immédiatement appelé Mauricio. Dona Delia, on sigrega attendait.
Roberto et moi nous sommes préparés à cette éventualité. On a un dossier solide, mais si le juge la croyait? Il ne la croirait pas. On a les enregistrements de Roberto, où elle admet mentir sur sa santé mentale. On a les rapports médicaux, et on a les preuves de toutes ces tentatives de manipulation financière. L'audience était prévue pour le mardi suivant. Pendant le week-end, Mauricio, Roberto et moi nous sommes préparés méticuleusement. On a rassemblé chaque document, chaque enregistrement, chaque preuve de la manipulation d'Andrea. Ce qu'on va faire, m'a expliqué Mauricio, c'est démontrer que c'est Andrea qui a des problèmes, pas toi, que toute cette accusation n'est qu'une ultime tentative désespérée pour prendre le contrôle de ses biens. Lundi soir, je n'ai pas pu dormir. L'idée d'être au tribunal, qu'un juge évalue ma santé mentale, que ma vie privée soit exposée publiquement, me terrifiait. Carlos est resté avec moi cette nuit-là. Maman, je serai là avec toi demain. Et quand on en aura fini avec ça, Andrea comprendra qu'elle a commis la plus grosse erreur de sa vie. Mardi matin, nous sommes arrivés au tribunal. C'était un bâtiment froid, plein de gens tristes et d'avocats avec leurs mallettes. Andrea était là avec son avocat, et pour la première fois depuis des mois, j'avais peur de la voir. Elle avait l'air différente, mais ferme, comme si elle avait franchi une ligne sans retour. « Bonjour, maman », m'a-t-elle dit en passant. « Bonjour, Andrea. J'espère que vous comprenez que c'est pour votre bien. » Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire entre nous. L'audience a commencé par la présentation du dossier par l'avocat d'Andrea. C'était un homme d'un certain âge, à la voix grave, qui parlait comme si j'étais absent. « Votre honneur. » Madame Delia Pacheco présente des signes évidents de détérioration mentale. Elle a commencé à prendre des décisions financières irrationnelles, à développer une paranoïa à propos de sa propre famille et à engager des détectives privés pour espionner ses proches. Elle a modifié des documents juridiques importants de manière confuse et contradictoire, a menacé sa fille de poursuites judiciaires infondées et a commencé à isoler ses petits-enfants, leur causant un traumatisme émotionnel. Ma cliente, sa fille bien-aimée, ne cherche qu'à protéger sa mère d'elle-même avant qu'elle ne cause des dommages irréparables à ses biens et à sa famille. Entendre ces mots m'a blessée plus que je ne l'aurais cru. Tous les faits avaient été déformés pour me faire passer pour une vieille femme paranoïaque et désorientée. Puis ce fut le tour de Mauricio. « Votre honneur. » Ce que nous allons démontrer aujourd'hui, c'est que Madame Delia Pacheco est non seulement parfaitement saine d'esprit, mais aussi une femme intelligente qui a réussi à se protéger d'une tentative d'abus financier orchestrée par sa propre fille. Mauricio a commencé par présenter mes évaluations médicales. 3 médecins différents avaient certifié que mes capacités mentales étaient parfaites pour mon âge. Il a ensuite présenté les enregistrements d'Andrea que Roberto avait réalisés, admettant avoir inventé l'histoire des escrocs, avoir menti sur les conseils de la banque et avoir besoin de ma maison comme garantie pour un prêt. « Votre honneur. » Madame Andrea Pacheco a consulté 3 avocats différents pour obtenir la tutelle de sa mère. Elle a discuté avec des experts et des agents immobiliers de la vente de la maison de sa mère. Elle a engagé un faux médecin pour évaluer sa mère sans autorisation légale. La paranoïa qu'elle prétend n'existe pas. Madame Adelia a simplement découvert que sa fille essayait de la tromper et a engagé les mesures juridiques appropriées pour se protéger. Quand mon tour est venu de parler, je me suis levée, les jambes tremblantes. « Votre honneur » ai-je commencé. Pendant 71 ans, j'ai toujours dit oui. Oui à mon mari, oui à mes enfants, oui à tous ceux qui avaient besoin de moi. Mais quand ma fille a décidé que ma maison et mon argent étaient plus importants que mon bien-être, j'ai appris à dire « non, je ne suis pas folle. Je suis fatiguée. » Fatiguée d'être perçue comme un obstacle entre ma fille et mon héritage. Fatiguée d'être traitée comme si j'étais déjà morte. Ce que j'ai fait n'était pas de la paranoïa, c'était de la survie. Le juge m'a demandé de répondre à quelques questions. Quel jour étions-nous? Qui était le président? De simples problèmes de mathématiques, j'y ai tous répondu parfaitement. Puis ce fut le tour d'Andrea de témoigner. Mauricio l'a contre-interrogé sans pitié. Madame Pacheco, est-il vrai que vous avez dit à votre mère qu'un employé de banque lui avait conseillé de placer ses biens au nom d'un proche? Oui, mais est-il vrai que cet employé ne vous a jamais donné un tel conseil? Non, exactement. Mais vous avez ensuite menti à votre mère? C'était pour la protéger. Et il est vrai que vous avez demandé un prêt en utilisant la maison de votre mère comme garantie avant qu'elle n'ait signé le moindre document. J'explorais les options sans que votre mère ne le sache ni ne le consente. J'allais lui dire, répondre à la question. Oui ou non? Oui. Lorsque Mauricio a rompu avec Andrea, je voyais bien qu'elle pleurait, mais je n'éprouvais plus de compassion pour elle. Elle avait choisi cette voie. Le juge s'est retiré pour délibérer pendant 1 heure. Ce fut l'heure la plus longue de ma vie. À son retour,
son verdict était sans appel. Le tribunal estime que Madame Delia Pacheco est en pleine possession de ses facultés mentales. De plus, elle a fait preuve d'une intelligence et d'un jugement exceptionnel pour se protéger de ce qui constituait clairement une tentative d'abus financier. La demande de tutelle est rejetée. De plus, le tribunal ordonne à Madame Andrea Pacheco de ne pas contacter sa mère pendant les 6 prochains mois, sauf en cas d'urgence médicale. Et Madame Pacheco, m'a dit le juge en me regardant droit dans les yeux, je suis désolé que vous ayez dû traverser une telle épreuve. Aucune mère ne devrait avoir à défendre ses propres enfants devant un tribunal. À notre sortie du tribunal, Andrea m'attendait sur les marches. Maman, A-t-elle dit, les larmes aux yeux. Pardonne-moi. Je ne savais pas comment faire autrement. Andrea, ai-je dit en m'arrêtant devant elle. Tu as eu tant d'occasions de bien faire les choses. Tu as choisi la pire. Que va-t-il se passer maintenant? Tu devras assumer les conséquences de tes décisions, et je vivrai ma vie en paix. C'était la dernière fois que je parlais à ma fille pendant longtemps. Les premiers jours après l'audience ont été étranges. Pour la première fois depuis des mois, mon téléphone n'a pas sonné, les appels désespérés d'Andrea n'étant pas passés. Il n'y avait pas de messages manipulateurs sur mon WhatsApp. Pas de visites inattendues avec des histoires inventées. Le silence était à la fois un soulagement et un douloureux rappel de ce que j'avais perdu. Carlos est resté avec moi une semaine de plus avant de rentrer à Sao Paulo. « Maman, es-tu sûre que tu t'en sortiras seule ?» m'a-t-il demandé la veille de son vol. Mon fils, je n'étais pas seule. J'étais avec des gens qui m'aiment vraiment, comme toi, comme Alma, comme Mauricio. C'est très différent d'être entouré de gens qui ne veulent que quelque chose de toi. Et les petits-enfants? C'est la question qui m'a le plus blessée. Sofia et Miguel payaient le prix des décisions de leur mère. Les leurs. Je trouverai un moyen de continuer à être leur grand-mère, mais pas de la façon désespérée que j'avais avant. 2 semaines après l'audience, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Sofia. Grand-mère, je suis chez mon amie Maria. Peux-tu venir me chercher? Que s'est-il passé, ma chère? Maman est tellement en colère. Elle pleure et crie depuis son retour du tribunal. Elle dit que tu la détestes et que c'est pour ça qu'on ne peut plus te voir. J'ai demandé l'adresse et je suis allée la chercher immédiatement. À mon arrivée, Sofia a couru vers moi et m'a serré fort dans ses bras. Grand-mère, est-ce vrai qu'on ne peut plus te voir? Le juge a dit que ta mère et moi ne pouvons pas nous parler pendant un moment, mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Pouvons-nous vivre avec toi? Cette question m'a brisé le cœur. Ma fille, tu dois être avec ta mère. Elle t'aime, mais elle est très perdue en ce moment. J'ai ramené Sofia à la maison. Andrea est sortie pour l'accueillir, ça les yeux rougis par les pleurs. Tu ne devrais pas être là, m'a-t-elle dit. Sofia m'a appelée. Elle a peur. Elle a peur parce que tu as détruit notre famille. Non, Andrea. Elle a peur parce que sa mère se comporte comme une enfant qui n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. On ne s'est plus disputé, j'ai juste laissé Sofia et je suis partie. Les semaines suivantes, j'ai instauré une nouvelle routine. J'ai repris mes cours de yoga, je me suis inscrite à un cours d'informatique pour les terminales et j'ai commencé à participer à un groupe de lecture à la bibliothèque. J'ai redécouvert qui j'étais lorsque je ne me souciais plus constamment des problèmes des autres. Ama et moi sommes devenus encore plus proches. On déjeunait ensemble 2 fois par semaine, on allait au cinéma et on se promenait au parc. Delia, tu as changé, m'a-t-elle dit un jour. Tu as l'air plus jeune. Elle avait raison. Je me sentais plus légère, comme si j'avais porté un poids pendant des années sans m'en rendre compte. 1 mois plus tard, Mauricio m'a appelé pour m'annoncer une nouvelle réjouissante. Donna à Delia, Andrea a vendu son appartement et a déménagé avec les enfants dans un logement plus abordable. Apparemment, elle fait enfin face à ses problèmes financiers avec réalisme. Comment vont les enfants? D'après mes sources, ils vont bien. Ils ont commencé une thérapie familiale. Andrea comprend peut-être enfin le mal qu'elle a causé. 2 mois après l'audience, alors que j'achetais des légumes au marché, j'ai croisé Miguel. Il était avec la mère d'un de ses camarades de classe. « Grand-mère » a-t-il crié en courant vers moi. « Miguel, comment vas-tu, mon amour ?» Tu me manques terriblement. Maman dit qu'on ne peut pas te voir, mais je veux te voir. La mère de son ami m'a reconnue et s'est approchée. Madame Pacheco, je suis Carmen, la mère de Diego. Miguel parle beaucoup de vous. Miguel est un garçon merveilleux. Madame, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre famille, mais Miguel dit toujours que sa grand-mère est la personne la plus intelligente qu'il connaisse. Ces mots m'ont touchée comme je ne l'avais pas ressenti depuis des mois. À l'expiration de la période de 6 mois, je ne savais pas si Andrea essaierait de me contacter. La réponse est arrivée sous la forme d'une lettre envoyée par la poste. Elle disait «
Maman, je sais que je n'ai pas le droit de te demander pardon après tout ce que j'ai fait. Je sais que j'ai essayé de te voler, que j'ai menti, que j'ai manipulé, que j'ai impliqué les enfants dans quelque chose dans lequel je n'aurais jamais dû les impliquer. Je suis en thérapie depuis quelques mois. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que ce que je t'ai fait n'était pas juste pour l'argent, mais parce que j'étais jalouse de ton indépendance, de ta force, que tu pouvais vivre seule et être heureuse alors que je me sentais comme une ratée. Je n'attends pas de toi que tu me pardonnes, mais je veux que tu saches que j'ai trouvé un meilleur travail, que je paie mes dettes. Petit à petit, et que les enfants vont bien. Sophia me demande de tes nouvelles tous les jours. Si jamais tu trouves la force de me faire confiance à nouveau, je serai là. Mais si tu n'y arrives pas, je comprendrai. J'ai gardé la lettre sur ma table de nuit et je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin de temps pour digérer mes émotions. 3 semaines plus tard, j'ai fait quelque chose qui m'a surprise. Je suis allée à l'école de Miguel à l'heure de la sortie. Quand il m'a vue, il a couru vers moi en criant « Grand-mère ». Tellement fort que tout le monde dans la cour s'est retourné. « Je peux te ramener à la maison ?» ai-je demandé. « Oui, mais je dois d'abord appeler maman. » Miguel a appelé Andrea depuis mon téléphone. « Maman, grand-mère est là. Je peux aller chez elle avec elle ?» J'entendais la voix d'Andrea à l'autre bout du fil, mais pas ses mots. Elle a dit qu'elle allait bien. Michael me l'a dit. Cet après-midi-là, Miguel et moi sommes allés chez moi, avons préparé des biscuits, joué aux cartes et parlé de l'école. Nous n'avons rien dit de ce qui s'était passé entre sa mère et moi. Quand je l'ai ramené à la maison, Andrea est venue le saluer. « Merci », a-t-elle dit. « C'est juste mon petit-fils », ai-je répondu. « Maman, on peut parler un de ces jours. »« Un de ces jours ?» ai-je dit, quand nous serons tous les deux prêts. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, je vois mes petits-enfants 1 fois par semaine. Andrea et moi nous saluons poliment, mais nous n'avons toujours pas eu cette conversation profonde dont nous savons tous les deux avoir besoin. Peut-être qu'un jour, peut-être pas. J'ai appris que je ne peux pas contrôler les décisions des autres, pas même celles de ma propre fille. Ce que je peux contrôler, c'est ma propre vie. Et pour la première fois depuis des années, je vis pour moi-même. Ce matin, je me suis levée à 7 heures, j'ai pris un petit déjeuner tranquille en lisant les nouvelles sur ma tablette, puis j'ai pris un selfie que j'ai envoyé au groupe WhatsApp de mon cours de yoga. Sur la photo, on voit une femme de 71 ans avec un sourire sincère. Pas le sourire forcé de quelqu'un qui cherche à plaire à tout le monde. Alma a immédiatement répondu « Tu es radieuse, mon amie. » Et elle avait raison. Je suis radieuse car enfin, après tant d'années, c'est moi qui décide de qui prendre soin, et j'ai choisi de prendre soin de moi. Si mon histoire vous a plu, vous pouvez me soutenir en faisant un don. Je pourrai ainsi écrire bien d'autres histoires comme celle-ci. Merci d'avance. Et vous, que feriez-vous à la place de cette personne? J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Alors, écrivez-moi dans les commentaires. Je suis toujours curieuse de savoir ce que vous en pensez. Oh, et dites-moi aussi où vous avez entendu cette histoire. Si vous voulez entendre d'autres histoires de vie comme celle-ci, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Vous en avez plein d'autres qui vous attendent. Gros bisous et à la prochaine. M.